Bonjour à vous et bienvenue dans le 210e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail du second volet des Guerres de Lucas, un titre qui revient sur les coulisses de la création de la Guerre des Étoiles, un album signé Laurent Hopman pour le scénario, Renaud Roche pour le dessin et c'est sorti chez Demant Éditions. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, la sortie du 3e et dernier tome de Crénon Baudelaire, l'adaptation du roman de Jean Telet sur la vie de Baudelaire par Dominique et Tino Gély pour un ouvrage sorti aux éditions Futuropolis. Je parlerai ensuite de l'album Je suis un ange perdu, l'occasion de retrouver la psychiatre Eva Roras, personnage toujours aussi loufoque, dans un polar que l'on doit à Jordi Lafèbre et aux éditions d'Argo. Avec L'amour et la vermine, les éditions 404 graphiques nous proposent un superbe ouvrage qui regroupe les dessins parus dans le New Yorker que l'on doit au talentueux auteur anglais Will MacPhail. On s'intéressera ensuite à un drôle de personnage qui aurait pu avoir la peau de la bande dessinée aux États-Unis, Dr. Wertham, un titre que l'on doit au scénario de Harold Schechter et Eric Powell, ce dernier signant aussi le dessin d'un album paru chez Delcourt. On découvrira aussi L'Ange Exterminateur, 4e tome d'une série pour laquelle j'ai une grande affection et une certaine admiration, Madeleine Résistante, série que l'on doit au scénario de Jean-David Morvan en compagnie de Madeleine Riffaut, au dessin de Dominique Bertaille et c'est sorti chez Dupuis dans la collection Air Libre. Enfin, je terminerai par la sortie de l'album Mes années Harakiri, réédition qui revient sur les souvenirs de Daniel Fuchs au sein du magazine, un album que l'on doit au scénario de Joub, au dessin de Nicobi et c'est publié aux éditions Glénat, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore au sein des albums bonus. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Après un premier tome qui avait créé la surprise en librairie et qui avait été auréolé de plusieurs prix, le duo Laurent Hopman au scénario et Renaud Roche au dessin est de retour en librairie pour continuer de nous emmener dans les coulisses de la création de la Guerre des Étoiles. C'est donc une véritable saga qui est en train aussi de créer le duo en compagnie des éditions Demant qui a réalisé avec cette série un joli coup éditorial sur une franchise qui a un véritable public d'aficionados en plus de parler aux amateurs de bande dessinée. Pour ma part, rentrant dans les 2 catégories, c'est donc tout naturellement que j'ai eu la curiosité de me procurer le premier tome que j'avais dévoré avec gourmandise. Inutile de vous dire que le même phénomène s'est produit avec cet épisode 2, arrivé le 8 octobre dernier sur les rayonnages. Le côté surprise en moi, car nous n'avions pas vu venir l'épisode 1, je suis rentré dans ce tome 2 en sachant bien évidemment de quoi il allait être question ici. Place à la préparation de l'Empire contre-attaque, second volet de la première trilogie de Star Wars. Si dans le premier volet, il était question de la naissance de la franchise et de tous les défis techniques que cela allait supposer, dans le second, on voit que les défis ne vont pas manquer non plus à quasiment tous les niveaux du film. Le premier est presque élémentaire dans l'industrie du cinéma, encore plus aux États-Unis. Il est très rare qu'une suite arrive au niveau d'un premier épisode, c'est donc de pied ferme que le tout Hollywood, la presse y compris, attend l'Empire contre-attaque. Pour s'affranchir justement du fonctionnement classique du cinéma hollywoodien, George Lucas a la volonté de bâtir un ranch qu'il ouvrirait aux scénaristes et réalisateurs afin de travailler en paix, loin de la pression que mettent les studios.
La deuxième raison, c'est que George Lucas a la volonté de se mettre en retrait de ses productions, le premier épisode l'ayant tellement accaparé et vidé, il ne veut plus revivre la même chose et veut se consacrer à sa femme et sa future famille. Bien entendu, tout cela sera complètement vain et rapidement George Lucas va devoir intervenir à différents niveaux de la préparation de ce deuxième épisode sur 3, à commencer par l'engagement auprès des banques pour assurer le financement d'un film dont le budget s'envole. Il faut dire que les soucis sur les différents plateaux de tournage vont s'accumuler, entraînant un retard colossal qui va multiplier les coûts, de la scène d'ouverture qui se déroule dans le froid, tournée en Norvège, jusqu'à celle du combat entre Dark Vador et Luke Skywalker, avec la fameuse révélation. Tout cela sera compliqué à réaliser. Cette scène iconique du cinéma américain aura d'ailleurs été entourée d'un certain mystère. Les acteurs eux-mêmes, au moment des répétitions, n'ont pas reçu le script définitif pour que cette révélation centrale de la trilogie ne fuite pas dans la presse. Blessé à la main juste avant le tournage de cette scène, Mark Hamill aurait d'ailleurs pu ne jamais prendre part à cette suite, car un accident de voiture peu de temps avant le début du tournage lui a laissé des séquelles sur le visage, un moindre mal au regard de la gravité de l'accident. Prenant des médicaments comme d'autres mangent des bonbons, l'actrice Carrie Fisher arrive sur le tournage en très mauvais état elle aussi, ne pesant que 38 kilos pour ses 1,55 m, il faudra qu'une discussion franche ait lieu avec elle pour qu'elle se ressaisisse, poussant même l'équipe de tournage à recommencer les scènes où elle apparaissait. Ce second volume nous livre donc les coulisses d'un tournage qui ne fut pas une partie de plaisir, poussant le réalisateur Irving Kershner, l'ancien professeur d'université de George Lucas, a refusé de rempiler pour le troisième épisode. Le trait dynamique, tout en légèreté de Renaud Roche, reprend là aussi ce qui a fait le succès du premier épisode, un trait que rehausse parfois la couleur ou alors des différents niveaux de gris. Ce dessin participe grandement au succès de cette série, car il se veut simple, il est assez précis pour permettre de reconnaître les différents protagonistes de ce deuxième tome qui, à n'en pas douter, devrait connaître un aussi beau succès de librairie. Comme je le disais, que ce soit les fans de la saga Star Wars ou les amateurs de bonnes bandes dessinées, Les Guerres de Lucas saura trouver son public, il reste maintenant à faire preuve de patience avant de pouvoir tenir entre nos mains le troisième et dernier tome qui reviendra sur le retour du Jedi. Pour ma part, je n'ai absolument pas boudé mon plaisir de lecteur, je n'ai pas vu les pages défiler, j'ai même regretté que ce deuxième tome ne soit pas plus épais, il se termine d'ailleurs par une conséquente bibliographie qui a permis au duo de préparer ce deuxième épisode que je recommande chaudement, bien évidemment. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est par le troisième et dernier tome de la série Crénon Baudelaire que s'ouvre cette revue des sorties, un nouveau venu en librairie baptisé Le Serpent qui danse, un épisode qui nous entraînera jusqu'à la mort du poète le samedi 31 août 1867. J'aurais adoré suivre jusqu'au bout cette adaptation du roman très enlevé d'un Gentelet qui mélange avec beaucoup de talent et une langue très imagée la biographie et le roman pour dépeindre l'un des grands génies de la littérature française. Avec ce dernier tome, nous entrons dans les dernières années de la vie de Baudelaire, une dernière partie qui s'ouvre avec le procès des Fleurs du Mal, recueil qui va se voir amputé de quelques pièces dans des livres dont on déchire les pages à la main devant le poète. Dans le même temps, c'est une Jeanne Duval sur laquelle la syphilis commence à faire des ravages que l'on découvre, la muse du poète ayant de plus en plus de mal à se mouvoir, finissant même paralysée d'un côté du corps. C'est donc un Baudelaire très sombre et déprimé que l'on retrouve ici, un Baudelaire dont les excentricités ont laissé place à un corps qui s'avachit, reconnaissable avec sa redingote rouge qu'il n'a même plus les moyens de remplacer. Ce dernier épisode marque donc une sorte de descente aux enfers. Baudelaire ne fréquente plus Jeanne Duval que de loin, préférant entretenir une liaison déséquilibrée avec la jeune comédienne Marie Daubrun, qui n'a que peu d'égards envers le poète. Parmi les figures qui continuent d'entourer l'écrivain, son éditeur Poulet-Malassis, ou encore sa mère qui continue de financer les demandes de son fils, même si ce dernier semble ne plus nourrir qu'un intérêt financier vis-à-vis de celle-ci.
Pour échapper à la morosité ambiante qui règne à Paris, c'est à Bruxelles que va aller se réfugier Baudelaire, sans plus de succès, car rapidement il déteste la ville et en déteste de façon encore plus véhémente tous les Belges qu'il va rencontrer. C'est donc la fin d'une destinée qui fut aussi flamboyante que tragique que nous raconte le duo Dominique et Tino Gély dans un dernier tome que n'aura jamais connu de son vivant un Gentelet qui nous a quittés en 2022. Hommage lui est rendu en fin d'ouvrage dans un titre qui se veut plus sombre, comme je le disais, mais toujours porté par un dessin expressif et dynamique d'un Dominique Gély qui a essayé de coller au maximum à la trame narrative voulue par Gentelet. Tino Gély, quant à lui, entrecoupe l'histoire de superbes doubles pages extatiques où s'affiche la poésie de Baudelaire en lien avec des moments de son existence, des pages qui permettent aussi de se plonger dans le génie créatif à la fois du poète et du dessinateur. Ce sont les éditions Futuropolis qui ont proposé ce magnifique triptyque dont le 3e tome est disponible en librairie depuis le 8 octobre dernier, une histoire que j'ai trouvée captivante et que je vous recommande chaudement, à plus forte raison si, comme moi, la poésie de Baudelaire est quelque chose qui vous touche. Dans mon second coup de cœur, la psychiatre Eva Roras nous donne de nouveau rendez-vous dans la capitale andalouse avec Je suis un ange perdu, album qui prend la suite du très bon Je suis leur silence, sorti en octobre 2023. C'est encore une histoire aussi palpitante que barrée dans laquelle nous entraîne celle dont on a du mal à croire qu'elle s'occupe de santé mentale, tant la sienne apparaît au lecteur plus que saturée. Il faut dire qu'au quotidien, elle cohabite dans sa tête avec 3 femmes qui sont plus que des voix puisqu'elles apparaissent à son esprit en permanence, 3 femmes de sa famille, décédées par le passé, qui veillent sur elle et l'accompagnent dans ses choix. Avec sa silhouette longiligne, sa clope au bec, ses yeux bleus et ses cheveux blonds coupés courts, on peut dire que notre héroïne ne ressemble à aucune autre, une héroïne dont on sent tout le plaisir qu'a eu l'auteur Jordi Lafèbre de la faire à nouveau vivre dans ce 2e récit. D'ailleurs, si l'on retrouve certains des personnages du premier épisode, sorti il y a 2 ans, on ne peut pas à proprement parler de suite, car nous avons ici un polar avec son début et sa fin. Le début commence par un mort que l'on va retrouver, la tête enfouie, dans du goudron à peine frais, les jambes en l'air, comme arrivé ici par la voie des airs, un suspect dont les tatouages néo-nazis ne laissent guère de doute sur la bande à qui il appartient. Présente sur les lieux, Eva Roras fait rapidement figure de suspecte et la jeune femme ne se cache d'ailleurs pas de savoir comment le gaillard s'est retrouvé la tête dans le ciment, toute l'histoire reposant sur la narration savoureuse des conditions de la mort de cet individu. En effet, l'album va reposer sur les nombreuses circonstances qui ont poussé la psychiatre à se retrouver sur les lieux du crime, une présence en lien avec la disparition d'un footballeur qui fait partie de ses patients, un certain Joao. Car c'est cela qui fait tout le sel de cette histoire, ce fil narratif que dévide ici un Jordi Lafèbre qui prend un malin plaisir à prendre bien des détours pour finalement faire retomber notre héroïne et le lecteur dans les dernières pages de l'album sur ses pieds. Son dessin, avec des couleurs lumineuses, berçant la ville de Barcelone de soleil, se veut dynamique et rythmé, épousant par là même le grain de folie dont l'héroïne est affublée, héroïne attachante qui n'a jamais froid aux yeux. Comme souvent avec Jordi Lafèbre, ce même dessin est un pur bonheur à retrouver, le trait est aussi simple que maîtrisé, il apporte au passage beaucoup de caractère aux différents personnages présents dans cette histoire. Ce sont les éditions d'Argo qui publient Je suis un ange perdu, belle surprise de cette fin d'année puisque l'album est disponible en librairie depuis le 17 octobre dernier. On s'éloigne un peu de l'univers de la bande dessinée à proprement parler avec mon coup de cœur suivant, même si l'auteur de cet ouvrage, l'anglais Will MacPhail, a largement été remarqué avec son premier roman graphique baptisé Au-dedans. Dans L'amour et la vermine, l'ouvrage dont il est question aujourd'hui, nous revenons au métier principal de l'artiste, lui qui officie en tant que dessinateur depuis quelques années déjà au sein du New Yorker. Dans les remerciements, il rappelle d'ailleurs combien il est honoré d'appartenir à ce grand titre et quelle émotion il a ressenti le jour où son premier dessin a été publié, lui faisant rater son arrêt de métro. L'amour et la vermine est donc un bel ouvrage qui compile en 300 pages certaines des illustrations qu'il a réalisées avec des thèmes récurrents comme l'amour ou une passion pour le dessin animalier.
Alors certes, comme en atteste la couverture, cette même passion animalière se concentre surtout sur les pigeons ou les rats, mais ce sont deux espèces qui vivent directement au contact des humains, à plus forte raison dans une ville comme New York. Il va souvent s'en servir pour faire rire ou réfléchir sur notre condition d'humain, comme ce pigeon posé sur la couronne de la Statue de la Liberté, qui se dit à lui-même que les humains qui regardent dans sa direction l'adorent. Que ce soit une certaine vanité, l'ivresse du pouvoir, ou encore des scènes urbaines vues à travers le prisme de ces vermines, Will MacPhail aime les mettre en scène comme pour mieux nous raconter nous et nos travers. Le livre possède d'ailleurs 7 parties différentes, comme autant de thématiques que l'on se plaît à parcourir, la vie, l'amour, la ville ou encore les animaux, nombreux sont les centres d'intérêt de l'artiste. Côté dessin, nous sommes sur un noir et blanc dont les niveaux de gris apportent de la profondeur, ce même dispositif que l'on retrouve aussi dans sa bande dessinée, un dessin qui se démarque avec les yeux bien ronds des personnages, véritable signature chez cet artiste. Les textes sont en grande partie traduits en français, sauf si l'anglais est important pour le contexte, une traduction que signe Nicolas Beaujouan, et si dans l'ensemble chaque illustration se comprend aisément, il arrive parfois qu'un dessin garde toutefois une petite partie de mystère. Très beau livre qui pourra faire un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année, L'amour et la vermine est un album sorti chez 404 Graphiques que j'ai pris grand plaisir à lire, un ouvrage que l'on pourra ressortir encore et encore pour se glisser dans chaque dessin qui est en soi tout un univers. Drôle de personnage que ce Frédéric Wertham, dont j'ai découvert l'existence dans un album traduit de l'américain et paru aux éditions Delcourt au tout début du mois de septembre dernier. Si en France son nom est très peu connu, aux États-Unis on l'a surtout retenu pour une chose, l'homme a failli faire disparaître à lui tout seul l'industrie du comics, d'où le sous-titre de l'album que je présente, Dr Wertham, l'homme qui étudia les tueurs en série et faillit tuer l'industrie de la BD. La bande dessinée se propose donc, avec un propos très nuancé qui rend hommage à ce psychiatre, de parcourir la vie de cet homme en montrant tous les aspects d'un individu complexe à la personnalité rigide. Cet air grave et sérieux qu'il déploie sur la couverture sera sa marque de fabrique et dès les études terminées, il aura beaucoup de mal à trouver au sein d'un hôpital ou d'une clinique la place qu'il prétend avoir, se déclarant alors comme l'un des meilleurs spécialistes de son domaine. C'est qu'il est comme ça, Frédéric Wertham, il a une haute opinion de lui-même, et l'Allemand de naissance, qui a américanisé son nom, va finalement devenir directeur des services psychiatriques du Bellevue Hospital de New York. C'est là qu'il se passionne pour les tueurs en série, dont 2 en particulier sur lesquels revient l'album, Albert Fish, surnommé le vampire de Brooklyn, et Robert Irwin, sculpteur de son état et qui commettra 3 meurtres en un week-end. À travers ses publications et les participations à certains procès retentissants, Wertham devient un spécialiste respecté, bien que controversé, mais dans les années 50, il mobilise toute son énergie pour faire des comic books les responsables de la montée de la violence infantile. Dès lors, comme le montre le scénario commun d'Harold Schechter et Eric Powell, il va déployer son énergie pour tâcher de faire de sa thèse une vérité, mettant quasiment à genoux une industrie qui mettra près de 30 ans à s'en relever. Alors bien sûr, s'il fut un homme radicalement contre la censure et partisan de la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, il restera à la postérité pour ce fait d'armes qui ne laisse pas dans la mémoire des Américains un souvenir impérissable. Mis en dessin par le talentueux Eric Powell, qui donne beaucoup de caractère à ses personnages, à commencer par son héros, l'album alterne entre narration classique en bande dessinée et dessins qui illustrent le texte pour donner du dynamisme à cet album très dense. En noir et blanc et au crayon à papier, dans un style qui flirte avec la caricature, qui fait penser aux illustrations des années 50, ce dessin rehaussé au lavis est plutôt une réussite et finit de faire passer un bon moment de lecture. Sorti donc le 3 septembre dernier aux éditions Delcourt, c'est avec un peu de retard que je me suis emparé de cet album que j'ai trouvé captivant, celui-ci sachant rester sur une ligne de crête qui ne condamne ni ne glorifie son principal protagoniste que j'ai découvert ici.
De l'été 1944, on a surtout gardé en mémoire la liesse populaire qu'a soulevée dans les rues de Paris la libération de la France, et plus précisément de la capitale, en oubliant que dans certains quartiers de Paris, les combats faisaient encore rage. C'est ce que nous raconte L'Ange Exterminateur, le 4e tome de la toujours aussi passionnante série Madeleine Résistante, qui repose sur la vie et les souvenirs de Madeleine Riffaut et qui se voit édité chez Dupuis dans la collection Air Libre. À 100 ans tout juste, elle s'est éteinte en novembre de l'année dernière et le nouveau venu en librairie n'oublie d'ailleurs pas de lui rendre un vibrant hommage à la toute fin de l'ouvrage, soulignant par là même le rôle de co-scénariste qu'elle joue ici auprès de Jean-David Morvan. Mais c'est une Madeleine plus vivante que jamais que l'on retrouve dans les premières pages, même si cette jeune femme, vaillante et résistante, semble avoir été profondément abîmée par tout ce qu'elle a dû endurer depuis 1939 et le début de la guerre. Dans un Paris qu'ont largement déserté les Allemands, en ce mois d'août 1944, Madeleine et ses hommes font la chasse aux miliciens qui continuent de tuer en tirant à vue sur les hommes et les femmes qui vaquent à leurs occupations quotidiennes ou qui font preuve d'enthousiasme dans les rues de la capitale. C'est ainsi que dans une scène d'une grande force et d'une puissante intensité dramatique, Madeleine, que l'on appelle aussi Rainer au sein de la Résistance, va mettre la main sur un milicien qui vient de tirer sur une jeune fille. La sauvant dans un premier temps d'une foule qui cherche à le lyncher, c'est finalement elle-même qui va l'exécuter afin de ne pas le livrer aux habitants de la capitale ivres de vengeance où se cachent parfois les pires des hommes, les résistants de la dernière heure. C'est donc dans ce chaos de la fin d'une guerre qui aura abîmé les villes, les hommes et les femmes que nous plonge ce 4e tome, un nouvel épisode qui garde le même intérêt que les précédents, porté par la construction narrative d'un Jean-David Morvan toujours aussi inspiré. Mais que dire du superbe dessin de Dominique Bertaille, ce dessin riche en détails, dynamique, rendant un bel hommage à ses combattantes et ses combattants avec ce superbe bleu qui est la véritable signature graphique de cette série. C'est donc un véritable bonheur de se plonger dans Madeleine Résistante, même si au fur et à mesure que les pages se tournent, on tremble aux côtés de l'héroïne, qui voit ici certains de ses camarades les plus proches être fauchés par les balles du camp ennemi. Inutile de vous dire que cette série est certainement l'une des meilleures du moment, que ce sera avec le même plaisir que je vais suivre l'après-guerre pour cette femme qui fera aussi de la poésie, du journalisme et qui sera devenue sur le tard co-scénariste d'une bande dessinée sur sa vie. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition avec quelques suppléments de l'album Mes années Harakiri, plongée passionnante au sein du magazine Bête et Méchant qu'ont mené pendant 25 ans le professeur Choron et Cavana. Sorti une première fois sous l'appellation Mes années bêtes et méchantes, on retrouve dans cet ouvrage souple, au format moyen, toute une série d'anecdotes savoureuses livrées par celui qui était officiellement le comptable du magazine à l'époque, un certain Daniel Fuchs. C'est d'ailleurs lui qui livre ici le carburant de cet album, des histoires qui se déploient en quelques pages et qui se grignotent avec plaisir, tant certaines d'entre elles sont vraiment savoureuses. Il faut dire que Daniel Fuchs n'était pas que le comptable du magazine, et plus tard de Square Edition, il a donné de sa personne dans des shootings photos dont seules les équipes d'Harakiri avaient le secret. Aussi, c'est par exemple les fesses à l'air sur la lunette d'un toilette qu'on le retrouve, la bande dessinée prenant un malin plaisir à reproduire la couverture du numéro d'Harakiri en question, car l'avantage de cet ouvrage est aussi de mêler le dessin avec quelques reproductions de certaines couvertures d'époque. Si le magazine s'est arrêté en 1985, à une époque où je n'avais pas encore 10 ans, j'ai pris moi aussi un malin plaisir à découvrir ce trésor quelques années plus tard, et j'avoue que cette liberté de ton et cet humour sans limite m'ont toujours beaucoup amusé. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que je me suis plongé dans cet ouvrage qu'adapte le duo Joub au scénario et Nico Bi au dessin, un duo dont je suis aussi avec plaisir le travail depuis des années maintenant. Le trait épuré se veut un rien caricatural, il permet surtout de rendre dynamique en dessin des anecdotes que furent certainement savoureuses à vivre, tant il semble qu'on ne s'ennuyait pas beaucoup au siège du titre. La mise en couleur est simple, elle repose essentiellement sur 1 ou 2 couleurs pour chaque anecdote, principe bien pratique pour bien comprendre que l'on est passé d'une histoire à l'autre.
Se terminant par un dossier de quelques pages signé par Stéphane Mazurier, qui revient sur l'histoire du magazine, cette réédition est aussi complétée par une interview commune de Joub et Nicobi, les deux comparses auteurs de cet album. Ce sont les éditions Glénat qui proposent cet ouvrage que je ne me suis pas ennuyé à lire, un titre passionnant sur une époque révolue qui a toutefois enfanté dans la société des enfants comme Groland, les dignes héritiers de cet humour bête et méchant. Ainsi se termine ce 210e épisode de votre podcast Le Buller, un titre consacré dans sa première partie au deuxième tome des Guerres de Lucas, album signé Laurent Hampman pour le scénario, Renaud Roche pour le dessin et c'est publié aux éditions de Mans. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres parmi les albums bonus. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 17 novembre pour un nouvel épisode, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.